La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Gombaud, Global VP Partnership Manager de chez Aircall. Comment vas-tu, Mathieu? Salut Hugo, écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Et Merci, toi? ça va bien, je te remercie. Merci à toi de venir participer à cet épisode. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu devais décrire Aircall à ceux qui ne connaîtraient pas encore votre outil en une minute, qu'est-ce que tu dirais? Ok, déjà merci quand même de m'accueillir dans ce podcast. Aircall, c'est une société de téléphonie cloud. Ce que ça signifie concrètement, c'est que c'est un logiciel qui va aider les équipes commerciales ou de service client qui passent beaucoup de temps au téléphone avec leurs clients ou leurs prospects à être plus efficaces et à vraiment utiliser tout le potentiel de la téléphonie pour gagner à la fois en efficacité en termes de temps dans la journée, mais aussi en efficacité en termes de pertinence dans leur communication par rapport aux clients, parce que Aircall va être très bien intégré à tous les outils qu'utilisent ces équipes commerciales au quotidien, notamment leur CRM ou le helpdesk, et donc va leur permettre d'accéder à plein d'informations sur leurs clients pour être le plus pertinent possible pendant leur communication avec les clients. Super, et on est sous moins d'une minute et c'était bien précis, je te remercie. Alors en préparation du coup du podcast que tu me disais que tu avais une passion, parce que c'est pas tout à fait un sport qui sort un peu de l'ordinaire, que tu pratiquais pas mal, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dessus? Ouais, tout à fait. Bah, alors, tu me demandais un petit peu qu'est-ce que je faisais dans la vie en dehors du boulot qui pouvait être un petit peu original. Et j'ai beaucoup de passion. J'aime énormément tout ce qui a trait notamment à la nourriture, à la cuisine, au vin. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup l'architecture. Il y a pas mal de choses, mais s'il y a un truc Mhm. qui sort peut-être un peu de l'ordinaire, c'est l'aviation. Depuis petit, je sais pas trop pourquoi, parce que personne n'en faisait dans ma famille, mais Ok. j'étais assez attiré par les avions et par voler. Et du coup, quand j'avais fait mon premier stage de césure quand j'étais en école d'ingé, je m'étais payé avec mon salaire de stagiaire mes premières heures de vol. C'était un stage en M&A, donc à la fin j'avais même eu un petit bonus. Et j'avais pu me payer ma licence Super. de pilote. Et donc j'ai pas enfin, je pense pas être un pilote au long cours, loin de là. J'ai moins d'une centaine d'heures de vol à mon actif, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, apprendre à piloter. J'ai un peu moins piloté depuis le Covid et depuis la naissance de ma fille, mais c'est quelque chose auquel je voudrais vraiment revenir parce que c'est un sentiment de liberté assez fou. Pour moi, qui est aussi une formation d'ingé, il y a un vrai plaisir à faire un sport mécanique comme ça, où il y a une capacité à avoir une machine et à aller dans des endroits inaccessibles sans cette machine. Donc c'est vraiment du pur plaisir. C'est pas du tout utilitariste parce que on dit souvent que l'avion, enfin en tout cas les petits avions de tourisme que je fais, moi c'est des petits avions avec une hélice et quatre places. C'est un moyen de transport très rapide pour les gens qui sont vraiment pas pressés, parce que dès que la météo est pas au rendez-vous, il faut annuler le vol, parce qu'il y a souvent des problèmes mécaniques qui font que l'avion est cloué au sol pour maintenance. Pour tout un tas de raisons, en fait, on peut souvent pas voler, mais quand on peut, c'est vraiment un sentiment de plaisir assez dingue à la fois d'arriver très vite à certains endroits où sans ce moyen de transport-là, ce serait beaucoup plus compliqué, notamment dès qu'on veut aller au bord de la mer, à la montagne, on Mm. peut y être en 1 ou 2 heures de vol et c'est assez sympa. Et surtout voir du ciel, le paysage, c'est pas du tout comme dans un avion de ligne quand on est dans des petits avions de tourisme. C'est pas la même altitude? Voilà, ouais, on vole entre 1500 et 3000 pieds, donc en gros entre à 300 mètres, 500 mètres d'eau, c'est un peu comme si on était en haut de la Tour Eiffel, quoi, et on Mhm. regardait le paysage. On va relativement vite, mais pas non plus très vite. On vole en général
autour de 200 km/h avec les avions sur lesquels je pratique. Ce qui peut être très rapide quand en plus tu es à vol d'oiseau, donc en fait tu vas Ouais. toujours en ligne droite, mais ce qui est suffisamment lent pour vraiment avoir le temps de voir le paysage arriver, défiler, et qui du coup rend le truc super sympa pour faire découvrir à des amis, pour juste sur la journée pour découvrir des jolis châteaux, des jolis endroits autour de Paris où j'habite, ou sur un week-end ou sur une semaine pour aller en Corse, faire le tour du Mont Blanc, Excellent. voir Ouais. l'Adriatique. Il y a plein de choses qui sont faisables, et il y a beaucoup beaucoup de petits aérodromes en France. C'est relativement accessible, et donc faut pas hésiter à voler parce que c'est un beau patrimoine qu'on a en France, tous ces Ouais. aéroclubs, et il faut les faire vivre et en profiter. Ah, et le message est passé. Non, c'est excellent. En plus, tu me disais en préparation, pas forcément pour faire du lien avec ton travail, mais t'as quand même, ça te demande une certaine rigueur. Tu dois quand même vérifier des éléments. Et puis j'imagine que c'est presque comme apprendre un nouveau langage finalement. Ouais, tout à fait. Il y a un vrai apprentissage théorique. Mhm. D'ailleurs, il y a une épreuve théorique de un peu plus de 5 heures. C'est beaucoup plus compliqué que le permis de conduire parce que l'avion, en fait, il faut maîtriser la conduite, mais il faut Ouais. aussi maîtriser la théorie du vol pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait. Bon, alors, si on a fait un peu d'études d'ingé, de mécanique des fluides, c'est facile, mais il y a quand même quelques bases à avoir en mécanique des fluides et en théorie du vol. Et puis, il y a beaucoup de réglementation. Et il y a aussi toute la pratique de la radio, de la Ouais. communication, et des procédures d'urgence et d'atterrissage et décollage et les problèmes de panne et tout. Donc c'est assez complet en termes théoriques, et ça demande toujours un peu de préparation et de rigueur parce que c'est une activité qui est quand même à risque. Hmm. Si on Bien se sûr, ouais. crache en avion, alors on peut se poser, hein, c'est des avions. L'avion, contrairement à un hélicoptère, ça plane, donc même si le moteur s'arrête, on peut essayer de se poser dans un champ, quelque chose comme ça. Mais si ça peut aussi mal se passer, et donc il faut à tout prix anticiper et prendre le moins de risques possible. Et pour ça, ça demande un peu de rigueur, il faut en permanence se réentraîner. Hmm. Il faut en permanence se remettre en question, ne pas faire d'erreurs un peu d'orgueil, d'ego. Ça permet Des habitudes aussi, voilà. j'imagine. Et ouais, tout à fait. Et il faut faire tout ce qu'on appelle des checklists. Donc, enfin, avant de voler, il y a beaucoup de choses à vérifier, et ça oblige à une certaine rigueur, surtout quand on emmène des passagers, parce qu'à ce moment-là, on joue plus seulement avec Ouais. sa propre sécurité, mais aussi celle des autres. Et voilà. Et donc, c'est de ce point de vue-là, c'est aussi une activité intéressante parce elle te pousse à te remettre en question, elle te pousse à te maintenir à jour, à la page, à beaucoup apprendre des autres. Il y a souvent une logique de retour d'expérience en avion, Mhm. où dès qu'il y a un accident qui arrive quelque part, c'est analysé, on essaye de comprendre, même quand c'est des tout petits incidents qui n'ont pas eu vraiment de conséquences, mais on les Ouais. partage au sein du club. Chaque année, il y a on les met en commun et on les présente aux autres pour que chacun apprenne des petites erreurs des autres. Et de ce point de vue-là, c'est assez vertueux comme Ouais. habitude à prendre, et ça peut être répliqué complètement au monde de l'entreprise. Cette logique de toujours Rex essayer un de peu, ouais. comprendre, voilà, ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on peut s'améliorer, comment on peut éviter les erreurs, et tout ça dans une logique assez de collaboration qui est très sympa. Super intéressant, ouais. Et on se ressent comment quand on vole la première fois tout seul? Parce que tu as le droit de voler, j'imagine, au bout d'un certain temps tout seul, hein? Ouais, ça vient assez vite en fait, au bout Ok. d'une dizaine d'heures Ah oui, ok. d'apprentissage. À un moment, et c'est un peu une tradition, ça s'appelle le lâcher solo. Ok. L'instructeur, en fait, à ce moment-là de la formation, normalement, tu fais ce qu'on appelle des tours de piste. C'est-à-dire que tu décolles, tu fais un rectangle et tu réatterris. Et souvent même, tu fais des touch and go, donc tu les enchaînes. Mhm. T'en fais 5, 6 comme ça d'affilée. Et en fait, à un moment, l'instructeur te dit on va faire un atterrissage complet, donc on va pas redécoller tout de suite pour aller se repositionner ensuite, ce qui est un truc voilà, normal. Et en fait, sans te prévenir, à un moment, il dit bon bah en fait, freine, on s'arrête, et moi je vais descendre de l'avion et toi tu vas repartir tout seul. Et en Non! fait, il le fait Mon quand il Dieu, sent que tu ouais. es prêt, Bien mais il te sûr, l'a ouais. pas dit, il te l'a pas dit avant. Pour pas que Euh, t'appréhendes de haut, j'imagine. voilà. Et donc là, enfin, tu trembles un petit peu, et en général, là, tu regardes bien ta checklist parce que c'est très, très différent de faire Ouais. avec l'instructeur à côté de toi et de se dire au pire, le mec, il reprend les commandes.
T'es rassurant, bien sûr, ouais. Ou plutôt d'être tout seul. Et du coup, ouais, ça c'est un super souvenir. Et quand voilà, tu décolles, t'es tout seul. En plus, moi j'ai appris sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, et en fait on décolle juste en face du château de Versailles. Mhm. Donc dès que tu décolles, t'es dans l'axe Faut pas se louper là. voilà, des grandes eaux du château, c'est très beau. Et du coup, ouais, c'est des très beaux souvenirs. Mais c'est vrai que ça c'est des souvenirs un peu marquants. Ça et la première nave solo où tu pars de l'aérodrome dans l'inconnu. Moi, je me suis perdu pendant ma première nave. Il y avait pas de GPS et tout. Enfin, t'as ton téléphone dans Ok. la poche si vraiment il faut, mais c'est que de visu, donc il faut se repérer avec des repères au sol. Ce qu'on appelle le compas, la montre, donc Mhm. savoir dans quelle direction à peu près t'aller, depuis combien de temps, comme tu connais ta vitesse, tu sais à peu près où t'es, et t'essayes de repérer les trucs, mais il n'y a rien qui ressemble plus à une autoroute qu'une autre route, à un château qu'un autre Ouais. château, Surtout etc., vu de haut, etc. en plus, t'as pas Voilà. l'habitude de voir ces mêmes éléments, ouais. Et donc, il faut essayer de repérer des éléments caractéristiques. Et ouais, quand pendant 5-6 minutes, tu es perdu et que tu avances à 200 km/h dans une direction, en fait, c'est hyper angoissant. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est des bons souvenirs aussi. Super intéressant. Bah, merci en tout cas de ce partage d'expérience. Et tu me disais donc du coup pour passer un peu sur le sujet initiative, il y a deux Ouais. initiatives que tu as et que tu es toujours en train de mettre en place chez Aircall, qui ont eu un impact plutôt positif côté partenariat et qui changent un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus du coup? Ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis arrivé chez Aircall début 2022, en février-mars. Donc, ça fait bientôt 2 ans. Mhm. Avant ça, je faisais du conseil en stratégie essentiellement. J'ai fait 8 ans environ au BCG à Paris, où je m'étais spécialisé dans des sujets data artificielle, intelligence artificielle à la fin. Mhm. Et j'ai rejoint Aircall parce que j'ai rencontré Jonathan Angelov, qui est un des fondateurs d'Aircall, qui cherchait quelqu'un pour prendre la tête des équipes partnership en Europe. Euh, et qui m'a convaincu que ça allait être une aventure géniale. Et j'ai pas été déçu du Ouais. voyage depuis que je suis là. Je suis arrivé juste avant la guerre en Ukraine et un petit peu les soubresauts qui ont suivi dans la tech en 2022. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que les missions ont beaucoup changé. Quand je suis arrivé, on était vraiment dans une logique de croissance à tous les coups, à tout prix, Ouais. pardon, mais surtout du coup. Et on avait des croissances qui étaient entre 1 et 2% par semaine chez Aircall à ce moment-là. Donc Ouais. Ok. quand tu composes les croissances sur l'année, ça faisait des taux de croissance très très élevés. Euh, Plutôt exponentiel et à court, moi j'imagine. ouais, Ouais. complètement. Mhm. Et puis avec la crise dans la tech, ben, on a continué à croître chez Aircall, mais évidemment avec un rythme plus raisonnable, et Mhm. surtout la priorité était pas forcément plus forcément la croissance, en tout cas pas la croissance à tout prix, mais clairement d'abord une croissance profitable, et Ouais. ensuite plus sérieusement une vraie logique d'efficiency et de ramener les métriques de profitabilité de la boîte à des niveaux qui soient beaucoup plus soutenables et qui nous permettent d'aller sereinement aborder les étapes suivantes. Et donc les missions ont beaucoup changé, et le partnership chez Aircall, c'est vraiment au cœur de la boîte, parce que Ouais. Aircall, comme je le disais en intro, une de ses fortes valeurs ajoutées, c'est l'intégration avec les outils des partenaires. On est très fortement intégré au CRM ou helpdesk, voilà, pour en citer quelques-uns, HubSpot, Salesforce, Zendesk, Intercom, ouais, beaucoup d'outils avec lesquels Aircall s'intègre. Et en fait, souvent, les clients choisissent d'abord un CRM avant de choisir un outil de téléphonie. Ouais. Et donc souvent, nos prospects sont déjà clients de ces plateformes, et du coup, la relation que nous, on a avec ces plateformes est super importante, parce que non seulement c'est important pour la valeur ajoutée de notre produit, mais en plus, c'est une source potentielle de lead Bien qui sûr. est Ouais. primordiale. Et donc, on a plus de 40% des deals qu'on signe chez Aircall qui ont été sourcés ou fortement influencés par nos partenaires, soit par les partenaires technologiques, hein, donc les autres plateformes, les autres SaaS, soit par les partenaires intégrateurs, ce qu'on appelle les channel partners, les boîtes de consulting, d'implémentation de CRM. Et donc en partnership, on avait ces deux équipes quand je suis arrivé dans la boîte. Une équipe qui s'appelait Alliance, qui gérait les partenariats technologiques, Mhm. donc avec les grandes boîtes de SaaS, de CRM, et qui leur job c'était de maintenir une bonne relation avec eux, de travailler sur l'intégration, mais surtout de sourcer des deals
auprès de ses partenaires. Et puis Donc une c'était autre équipe, eux ouais, pardon. directement qui devaient sourcer les deals, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. OK. Le job de l'équipe Alliance, c'était d'aller voir des accounts exécutives chez Salesforce, chez HubSpot, et de leur dire est-ce que Qu'est-ce que vous tu as avez pour moi? pas, voilà, est-ce que vous avez pas des deals où il y a des gens qui ont besoin de téléphonie, mettez-moi dans la boucle, je vais vous aider et on va le faire ensemble. OK. Et puis une autre équipe qui s'appelait Channel, et eux, bah, ils allaient voir en fait les intégrateurs de Salesforce ou d'HubSpot ou Zendesk, etc. Et ils leur disaient bah, donnez-moi des deals. C'était une logique d'apporteur d'affaires et je vous donnerai une commission Mmh. en échange. Et en fait, ces deux équipes étaient plutôt en concurrence. OK. Il y avait qu'une des deux qui pouvait gagner sur un deal donné. Donc, si par exemple, on avait un partenaire tech qui nous envoyait un deal, mais qu'on avait aussi un partenaire channel qui était sur le même deal, parce que souvent, quand Salesforce fait un gros projet, il y a par exemple, il y a aussi un intégrateur Salesforce qui va faire l'implémentation. Bien sûr, ouais. Et bah, parfois, les deals nous venaient des deux côtés, à la fois de Salesforce en direct et parfois de le partenaire intégrateur de Salesforce, les petites boîtes de conseil nous donnaient aussi le deal. Donc en concurrence assez Et, directe du coup finalement, ouais. ouais, voilà. Et finalement, du coup, ces deux équipes, c'était le premier arrivé, premier servi, et elles essayaient surtout, enfin, si elles voyaient que quelqu'un d'autre était sur le deal de l'autre équipe, bah, elles n'y allaient pas. Si elles essayaient d'y être les premières pour chipper, enfin, damer un peu le pion à l'autre, et il n'y avait pas de collaboration. Alors qu'en fait, sur des deals plus compliqués, on aurait souhaité que le partenaire intégrateur, même si c'est pas lui qui nous a donné le deal, il Mmh. puisse pousser pour Aircall et dire tout le bien qu'il pensait de notre solution. Et donc, c'était important qu'on ait des deux côtés. Et puis souvent, les partenaires intégrateurs sont eux-mêmes très proches des partenaires Alliance. Oui, bien sûr, Salesforce, c'est un petit HubSpot, monde, hein. Zendesk Ouais. entretiennent évidemment tout un réseau, un écosystème de partenaires intégrateurs. Et nous, on n'avait pas les mêmes personnes qui leur parlaient, donc on bénéficiait pas de ces relations. Et donc, un gros projet que j'ai mené, ça a été de fusionner en fait ces deux équipes et de dire il n'y a plus d'équipe Alliance ou Channel, il y a une équipe Partnerships. Notre job à nous, c'est de sourcer des deals auprès de nos partenaires et de collaborer avec eux pour qu'ils influencent en notre faveur la signature de deals, que ce soit des deals qu'ils aient sourcés ou des deals qu'on a eu par ailleurs. Mmh. Et on va travailler tous ensemble et on va réorganiser les équipes pour, plutôt que d'avoir une logique Alliance Channel, on va mettre en place une logique d'écosystème. Et on va dire aux gens de l'équipe, toi, tu travailles plus forcément sur l'Alliance, sur la France ou sur le Channel, sur l'Angleterre. Tu vas travailler sur l'écosystème HubSpot, sur une géographie donnée. D'accord. Et tu vas adresser dans l'écosystème HubSpot tous les partenaires de l'éco, donc HubSpot évidemment en priorité, mais aussi les partenaires intégrateurs d'HubSpot Toutes et les aussi agences derrière, ouais. potentiellement Mmh. les autres partenaires tech d'HubSpot qui peuvent avoir des intégrations avec HubSpot comme nous. Et avec cette logique d'écosystème, on va être plus efficace parce que en fait, quand on découpe les territoires comme ça, on n'a pas forcément, on crée moins de doublons d'une part, et puis surtout, on va avoir une logique de collaboration, on va se renforcer les uns les autres, c'est-à-dire Ouais. si moi je parle à HubSpot en direct, et y compris comme on est quand même à un certain poids maintenant, Aircall, à des gens assez haut placés chez eux, et ben je peux aussi en faire bénéficier de ces relations mes partenaires intégrateurs quand je travaille dans l'écosystème HubSpot et leur montrer que j'ai moi aussi accès à certaines personnes à qui eux peuvent pas Mmh. forcément en parler. Et donc ça va être très intéressant pour eux de m'inclure dans certaines discussions, de me demander de l'aide, de me proposer des deals pour aussi que je puisse les aider auprès d'HubSpot. Et réciproquement, bah, montrer aux accounts exécutifs d'HubSpot que je parle déjà, que je connais très bien leur écosystème, que je parle déjà à leurs partenaires intégrateurs, que eux peuvent dire du bien de moi à HubSpot en direct. On crée en fait une relation en triangle entre Ouais. HubSpot, les intégrateurs et nous. Et le job du partner manager, alors qu'avant c'était vraiment un truc à sens unique avec un seul des deux côtés du triangle. Maintenant, on est vraiment sur les trois côtés et on parle à tout le monde. Et j'imagine en plus cette organisation, ça a certainement dû permettre un peu une expertise sur un écosystème. Voilà, si Exactement. tu t'occupes que de HubSpot, bah, tu vas tout connaître sur cet écosystème derrière. Exactement. On aide les partner managers du coup à développer une vraie expertise. Ils ont chacun un écosystème de prédilection, on va dire, qui est un peu comme une majeure. Donc, ils font Mhm. essentiellement à 80-90% soit du HubSpot, soit du Salesforce, soit du Zendesk. Et en plus, comme on a beaucoup de partenaires, on en a plus de 130 chez Aircall, ils ont
aussi un portefeuille de partenaires à gérer, mais qui sont plus des tiers 2, on appelle ça. Ouais, Mais donc, ils développent une vraie spécialisation sur le premier écosystème. Et par ailleurs, ça leur permet de gagner beaucoup en crédibilité et en mmh, confiance bien sûr, ouais. vis-à-vis du partenaire, parce que auparavant, on avait des partenaires qui ont parlé, mais ils savaient que la semaine d'après, peut-être, on allait parler à leurs concurrents pour avoir le même objectif. Bien sûr, Alors ouais. que maintenant, on a des gens dans mes équipes qui sont vraiment dans une alliance très forte, très poussée avec les partenaires et un vrai alignement. Les gens de mon équipe sur HubSpot vont vraiment être dans l'accompagnement d'HubSpot et un petit peu en concurrence avec les gens de mon équipe qui sont sur Salesforce. Mais cette concurrence, elle est saine et elle nous Ouais. permet d'avoir une vraie crédibilité partenariale vis-à-vis des partenaires parce qu'ils ont un interlocuteur qui leur est vraiment dédié et qui est dans le même bateau, en fait. Ouais, c'est ça, et c'est pas du tout la même concurrence que tu avais par le passé via Non, l'autre la organisation. concurrence d'avant, elle était un peu malsaine parce que Mmh. finalement, on était aussi en concurrence parfois avec nos partenaires Ouais. et on était en concurrence avec nous-mêmes aussi euh, Bon, sans, ouais. sans vraie raison, quoi. Non, je l'entends bien, et justement la 2e initiative que je comprends, tu es toujours Ouais. en train de mettre en place pour éviter un petit peu ce problème de perte d'informations, de centraliser un peu tous les flux. Comment est-ce que tu l'envisages du coup? Ouais, donc une autre initiative qu'on pousse, c'est ce qu'on a appelé le Mesh Network. Donc Mesh en anglais, ça veut dire un maillage. Et l'idée est venue du fait que on s'est rendu compte que souvent les équipes partnership étaient un peu les middlemen. Enfin, on était au milieu à passer les plats, je dirais en français. Et donc on crée une super relation avec des partenaires. Ils nous envoyaient des deals et nous, on envoyait ensuite ces deals aux accounts exécutifs, aux sales chez Aircall. Mmh. Et en fait, ça crée pas mal d'inefficacité. La première, c'est que ça crée un goulot d'étranglement Ouais, où le partenaire, la personne du partenariat, du coup, elle est en plein milieu et il y a seulement un certain nombre de relations et de deals qu'on peut gérer dans une semaine ou dans un mois ou dans une année. Et donc, c'est pas très scalable. Si tu veux plus de deals qui passent par ton équipe partnership, ben, il faut que tu embauches plus de gens en partnership. partenariat, ouais, bien Et sûr. à un moment, on a atteint dans mes équipes sur le monde jusqu'à 50, 53 personnes, ce qui est beaucoup pour une boîte comme Aircall qui a entre 700 et 800 employés. Mmh. Et donc, on a voulu trouver un modèle plus scalable. Et encore une fois, on est particulier parce que chez nous, il y a presque la moitié des deals qui viennent des partenaires, mais c'était quand même peut-être un petit peu trop. Ça venait trop, ouais, bien sûr. Et donc, on a trouvé l'idée de ce modèle, c'est de se dire, plutôt que tout passe par nous, en fait, nous, notre job en tant que partenaire, dans l'équipe partenariat, c'est vraiment de créer cette relation avec les partenaires. Mais une fois qu'elle est créée, qu'on a une relation de confluence, que la relation est établie, on a envie que ces partenaires, ils parlent directement à nos sales. On a un peu là, remove the middleman, tu sais, on a Plus envie de, indépendant, ouais. voilà, de les connecter en direct. Et nous, notre job, c'est de créer la relation, de la connecter et ensuite d'aller en créer d'autres. Et c'est là où ça devient scalable, parce que du coup, tu n'as pas besoin de plus de partner managers pour créer plus de relations. Tu vas simplement optimiser le processus où ils vont créer une relation directement entre les sales des deux côtés. Et toi, tu vas te focaliser sur en créer de plus en plus. Et une fois que tu l'as fait, ces relations, elles durent. Et du coup, tu peux vraiment utiliser toutes les équipes commerciales Les d'Aircall ressources, ouais, comme bien des sûr, ouais. relais du partenariat et ils vont tous représenter le partenariat et finalement les très bons accounts exécutifs, les meilleurs, ils savent qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne relation avec un partenaire pour sourcer des deals. Quand Ouais. plus personne n'a de deal, que c'est un petit peu la crise, que les gens sont un petit peu en galère de pipeline, si toi, tu as de bonnes relations avec des partenaires, c'est ça qui peut te sauver ton pipe sur le mois, le quarter en cours et qui va te permettre de faire tes targets. Et ça, c'est super efficace, efficient et scalable. Oui, non, et en plus, les KPI, on les connaît bien, hein, que ce soit en termes de cycle de vente, assez souvent, c'est le panier moyen ou le taux de signature ou le temps pour signer un nouveau client via un partenaire. Forcément, il y a déjà l'aspect de confiance, donc ça aide tout ça. Donc, c'est Tout à super fait. intéressant de le faire côté à eux. Ça les Ouais, responsabilise, j'imagine, là-dessus aussi, sur cette relation à la maintenir. complètement. Ouais, Ça leur permet eux de développer une nouvelle corde à leur arc parce que la ouais, relation avec un partenaire, elle est beaucoup plus stratégique au sens c'est une relation de long terme, c'est ouais. une relation qui va être plus
profonde sur vraiment la complémentarité des deux solutions. Il faut avoir une joint value proposition. Il faut montrer à l'autre comment on peut l'aider dans la durée. Ça va être du donnant-donnant. Par Ouais, rapport à des relations sur des deals, où en plus nous chez Aircall, on a beaucoup de ce qu'on appelle des velocity sales, où tu as des sales cycles très courts, où pour un account exécutif, ça peut être très intéressant, mais tu vas pas forcément créer avec le client une vraie relation de long terme, parce que nous ensuite ça passe au success. Euh, et donc cette relation partenariale, ça en termes de développement personnel pour les accounts exécutifs, c'est très intéressant. En termes de business pour Aircall, ça l'est parce que ce qui arrive d'un partenaire, c'est souvent déjà très bien qualifié. bien sûr. Et donc, on a des taux de qualification qui sont 10 à 15 points plus élevés. Et ensuite, on a une bien meilleure net rate, on a un meilleur win rate, et ensuite, on a une meilleure net rétention. Et donc, on a des comptes qui viennent des partenaires qui souvent qui sont entre 5 et 10 points plus haut en net rétention que la moyenne des comptes Aircall. Et voilà, et donc tout ça est un cercle vertueux qui nous permet de vraiment améliorer les métriques de la boîte et qui permet de vraiment mettre le partnership au cœur Au des cœur, là. préoccupations de Ouais. tout le monde. Moi, j'ai coutume de dire un peu comme je crois que c'était Churchill qui disait la guerre est une chose trop importante pour la laisser aux militaires. Et c'est un peu pareil avec le partnership. En fait, c'est tellement stratégique, c'est tellement Ouais. important que ça peut pas être juste l'affaire des équipes partnership. C'est un truc où il faut qu'on soit partner first company à tous les niveaux dans la boîte. Et c'est trop stratégique pour que ce soit juste une petite équipe dans un coin qui gère le partenariat. Ça doit être l'affaire des équipes sales, solution engineer, success, produit évidemment, Mhm. jusqu'à même aux équipes finance avec des coupons, des aides spécifiques pour les sujets partenariat. Tout le monde doit s'emparer du sujet partenariat. Aujourd'hui, on a beaucoup de data qui De montrent plus en plus, bien sûr. que voilà, c'est quelque chose de stratégique et qui peut vraiment améliorer fortement les métriques d'une boîte. Ouais, non, non, tu l'as bien dit. Et puis bon, moi, je pense que Aircall a été assez exemplaire là-dessus dans l'écosystème. Et comme tu le disais en début de call, 40% des deals sourcés ou influencés par les partenaires, ça en dit long effectivement sur l'importance de créer ce côté near band, ou en tout cas développer Ouais, son écosystème à soi. Merci en tout cas Mathieu, je t'en prie, super merci à toi Hugo. intéressant. Et bah, excellente continuation à toi et bon vol du coup. Merci beaucoup, bon vol à tous. Merci, ciao.